Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres du sol au plafond de la tour médicale la plus prestigieuse de Manhattan, projetant des rayons dorés sur le sol de marbre poli. L'air à l'intérieur du cabinet de cardiologie privé portait une légère odeur d'eucalyptus et d'espresso, un équilibre parfait entre professionnalisme et chaleur. Tout dans cet espace, jusqu'aux poignées en acier brossé et aux chaises en cuir italien, était une déclaration d'élégance, mais personne n'incarnait ce luxe discret plus que le docteur Ethan Brooks. À 35 ans, Ethan était bien plus qu'un des cardiologues les plus respectés de New York. C'était un homme façonné par l'héritage, la discipline et une quête presque obsessionnelle de l'excellence. Son nom de famille avait du poids dans les cercles d'élite, et bien qu'il s'en servît rarement, la lignée des Brooks ouvrait des portes dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Avec de larges épaules sous un costume parfaitement taillé et des yeux gris comme l'océan, rarement expressifs, Ethan s'était habitué au rythme stérile de sa routine, consultations, opérations, conférences et dîners qu'il n'appréciait pas. Ce matin-là, alors qu'il ajustait le poignet de sa chemise et jetait un coup d'œil au taxi jaune serpentant dans la 5e avenue, il n'attendait rien de nouveau, rien de différent, juste un autre nom sur la liste. Mais lorsque la porte s'ouvrit et que l'infirmière annonça doucement le patient suivant, quelque chose changea. « Mademoiselle Emily Harper », dit l'infirmière. Le nom ne lui disait rien. Son dossier contenait peu d'informations, 26 ans, adressé par un généraliste d'une petite ville de Springfield, plainte de palpitations, fatigue et vertige occasionnels. Ethan leva à peine les yeux jusqu'à ce qu'elle entre. Elle pénétra comme quelqu'un qui essayait de ne pas être remarqué, petite silhouette, teint pâle, un cardigan trop grand d'une taille et un vieux sac en toile pressé contre sa poitrine. Ses yeux étaient grands et hésitants, de ceux qui semblaient appartenir à quelqu'un qui avait passé sa vie à s'excuser de prendre de la place. « Bonjour, Emily », dit Ethan, en désignant la chaise en face de son bureau. Ses yeux tressaillirent au son de son nom, et pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis, comme si elle se souvenait comment exister dans le monde, elle hocha rapidement la tête et s'assit, ses doigts nouant nerveusement l'ourlet de sa manche. Il ouvrit à nouveau son dossier, gagnant du temps. « Je vois que vous avez ressenti des battements cardiaques irréguliers. » Elle hocha la tête une fois, puis parla si doucement qu'il dut se pencher. « Oui, je crois. J'ai l'impression que mon cœur s'emballe parfois, surtout en présence d'autres personnes. Ressentez-vous des douleurs thoraciques ?» Non, murmura-t-elle. Il l'observa, non pas de la manière clinique habituelle. Il y avait un tremblement dans sa voix qui n'avait rien à voir avec une arythmie. Elle ne croisait jamais son regard, pas une seule fois. Des antécédents médicaux, des opérations, des hospitalisations précédentes? Elle secoua la tête, toujours sans le regarder. « D'accord. Je vais effectuer quelques tests pour éliminer toute cause physique. Pour l'instant, j'aimerais écouter votre cœur. Est-ce que ça vous va ?» À ces mots, Emily se figea complètement. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, et ses mains devinrent visiblement froides et moites. Ethan s'arrêta, baissant son stéthoscope sans la toucher. « Je ne continuerai pas tant que vous ne serez pas à l'aise. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour expliquer quelque chose, puis se refermèrent. Une rougeur monta le long de son cou, colorant ses joues d'une onde silencieuse. Puis, d'une voix qui semblait un fil fragile, elle murmura « Je n'ai jamais été touchée. » Pas comme ça. Les sourcils d'Ethan se froncèrent, incertain d'avoir bien entendu. Elle ajouta rapidement, ses mots trébuchant les uns sur les autres. « Je veux dire, pas par un homme, ni par personne, vraiment. Je n'ai jamais eu d'examen comme celui-ci, même quand j'étais petite. Je l'ai évité. » Il se redressa, une sensation inhabituelle lui serrant la poitrine. La plupart des patients arrivaient avec leur défense dressée, mais Emily n'était pas sur la défensive, elle était exposée. « D'accord, » dit-il doucement. « Allons-y doucement. Vous êtes en sécurité ici, d'accord ?» Elle leva alors les yeux, juste un instant, et il le vit, une vie entière de peur emprisonnée derrière des yeux calmes. Quelque chose en lui changea, subtilement mais irréversiblement. « Je vais vous guider à chaque étape, » continua-t-il. « Vous pouvez m'arrêter à tout moment. » Marché conclu? Elle hésita, puis hocha la tête à peine. Lorsqu'il plaça finalement le stéthoscope près de sa clavicule, elle tressaillit mais ne s'éloigna pas. Son cœur, ironiquement, battait si vite qu'il pouvait à peine capter un rythme stable. Les mains d'Ethan étaient fermes, mais ses pensées ne l'étaient pas. Il traitait des PDG, des célébrités, même des chefs d'État, mais jamais quelqu'un comme elle, jamais quelqu'un dont la vulnérabilité n'était pas jouée mais réelle, brute. Quand l'examen fut terminé, elle relâcha un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Lui aussi. Ethan s'assit, retirant ses gants, soudain conscient du silence qui s'étirait entre eux. Ce n'était pas inconfortable, c'était chargé. Il pouvait sentir quelque chose persister dans l'air, pas de l'attirance,
pas encore, mais quelque chose de plus rare. Une question, une porte entr'ouverte, et il n'avait aucune idée de ce qui se passerait s'il la franchissait. Après qu'Emily eut quitté la salle de consultation, Ethan resta immobile un moment de plus que d'habitude, fixant la porte fermée. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait serré son sac, dont ses yeux parcouraient la pièce comme un cerf dans une forêt inconnue. Ce n'était pas seulement médical, c'était humain et profondément personnel. Lorsqu'elle revint le lendemain, comme prévu, pour son suivi cardiaque et ses premiers tests, Ethan l'attendait avec une attitude posée mais attentive. Il avait arrangé pour que l'infirmière reste à proximité, au cas où Emily se sentirait à nouveau mal à l'aise, mais elle vint seule, à l'heure, silencieuse comme toujours, avec les manches de son cardigan tirées sur ses mains comme un enfant s'accrochant à une couverture de sécurité. « Ravi de vous revoir, Emily » la salua-t-il doucement, se levant pour lui serrer la main. Elle hocha la tête, ne parla pas. Ses doigts effleurèrent à peine les siens avant de se retirer, comme si même ce contact avait requis tout son courage. Il l'invita à s'asseoir, puis commença à examiner les notes de leur session précédente. « Nous allons faire une analyse de sang complète aujourd'hui et vous équiper d'un moniteur Holter pendant 24 heures, mais avant cela, j'aimerais écouter votre cœur à nouveau. Vous vous en êtes très bien sorti la dernière fois. » Emily hocha à nouveau la tête, plus crispée cette fois. Lorsqu'il s'approcha, sa respiration s'accéléra, pas le genre de respiration superficielle qui vient d'une légère nervosité, c'était plus profond. Sa poitrine montait et descendait trop rapidement, et lorsqu'il leva à nouveau le stéthoscope, ses bras se croisèrent involontairement sur sa poitrine, se protégeant. « Ça va » dit Ethan doucement, baissant à nouveau les mains. « Nous n'avons pas à nous presser. » Emily déglutit difficilement et, pour la première fois, tenta de parler. « Je ne sais pas pourquoi c'est si dur. » Ethan s'accroupit légèrement, se mettant à son niveau mais gardant une distance sûre. « Parce que, quelque part en chemin, quelqu'un vous a appris que être touché signifiait être en danger. » Ses yeux s'écarquillèrent. « J'ai travaillé avec des patients traumatisés auparavant, » continua-t-il doucement. « Vous n'êtes pas brisé, mais votre corps se souvient de choses, même quand votre esprit essaie de rester silencieux à ce sujet. Je n'ai jamais été blessé, dit-elle rapidement, comme pour se disculper de tout soupçon. Pas comme ça. Je vous crois, répondit-il immédiatement, mais le traumatisme ne ressemble pas toujours à ce qu'on voit dans les films. Ça peut être des années de silence, de négligence, d'isolement, ou même simplement de ne jamais avoir été montré que le monde peut être sûr. Ses lèvres tremblèrent. Une partie d'elle voulait fuir, mais une autre plus calme, plus courageuse voulait rester, comprendre pourquoi son cœur réagissait ainsi, pourquoi être dans la même pièce qu'un homme gentil faisait exploser son pouls. Ethan attendit, lui laissa de l'espace, puis plongea la main dans un tiroir et en sortit un petit miroir. « Tenez » dit-il en le lui tendant. Elle le regarda, perplexe. « Regardez votre propre visage » dit-il doucement, juste un instant, pendant que je place le stéthoscope. « Comme ça, vous verrez que vous allez bien, que personne ne vous fait de mal. » Hésitante, elle prit le miroir. Ses mains tremblaient en le tenant, et lorsqu'Ethan plaça finalement le stéthoscope à nouveau lentement, respectueusement elle observa sa respiration traverser la peur. Son reflet ne montrait pas de panique. Il montrait une fille qui essayait. Il pouvait entendre son battement de cœur, fort et clair, trop rapide mais pas irrégulier. « Vous êtes en bonne santé » dit-il finalement, « mais il se passe plus de choses ici que juste votre cœur. » Emily baissa le miroir. Ses yeux étaient maintenant vitreux. « Je pensais que j'étais en train de mourir » murmura-t-elle. « Quand ça a commencé, ma poitrine était oppressée. Je ne pouvais pas respirer. Je pensais qu'il y avait être quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose, dit Ethan prudemment, mais pas de la manière que vous pensez. » Il s'assit à nouveau et commença à expliquer les résultats de son évaluation physique, les analyses de sang déjà revenues, et pourquoi son cœur réagissait davantage à ses émotions qu'à une condition sous-jacente. « Ça s'appelle l'anxiété sociale, expliqua-t-il, sévère dans votre cas, mais pas rare et très traitable. » Emily le regarda comme s'il venait de lui remettre une carte au milieu d'une tempête. « Vous voulez dire que je ne suis pas folle ? Pas le moins du monde, dit-il avec un sourire doux. Vous êtes humaine et submergée. Ce n'est pas une faiblesse, Emily, c'est un signal que votre corps demande de l'aide. » Ses épaules s'abaissèrent légèrement, et pour la première fois, elle expira sans trembler. « Merci, murmura-t-elle, évitant toujours le contact visuel mais moins sur ses gardes maintenant. Ethan lui tendit une référence pour d'autres examens mais griffonna également un nom sur une carte séparée. « C'est une collègue à moi, une psychologue en qui j'ai confiance. Si vous vous sentez prête un jour, elle travaille aussi à distance. Vous pouvez commencer petit. » Emily fixa la carte comme si elle était écrite dans une autre langue. « Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un, » admit-elle. « Vous le faites déjà, » répondit Ethan, se levant pour la raccompagner. « Et vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. » Alors qu'elle se tournait pour partir, son sac en toile sur l'épaule,
Ethan se surprit à regarder la porte se refermer à nouveau, mais cette fois sans détachement. Il y avait quelque chose chez elle, pas seulement la vulnérabilité, mais la force qu'il lui fallait pour se présenter malgré tout. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, son silence persista dans son esprit plus longtemps que n'importe quel cas qu'il avait traité cette année-là. Ce ne fut que lorsqu'Emily revint à la clinique une semaine plus tard, cette fois pour un suivi après son test Holter, qu'Ethan réalisa à quel point il avait pensé à elle plus qu'une simple patiente, plus qu'une curiosité clinique. Sa présence, silencieuse mais indéniablement pesante, s'était enracinée quelque part sous sa peau. Il n'était pas sûr de ce que cela signifiait, pas encore, mais il savait qu'il ne voulait pas qu'elle retombe dans le silence dans lequel elle semblait vivre. Elle arriva tôt, s'assit immobile dans la salle d'attente, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur le carrelage, pas de téléphone, pas de distraction, juste elle et le bourdonnement bruyant d'un monde auquel elle ne savait pas appartenir. Lorsque l'infirmière l'appela, Ethan l'accueillit avec un petit hochement de tête et un sourire plus chaleureux que d'habitude. « Bonjour, Emily. » Elle répondit par un hochement de tête mais ne sourit pas. Dans son bureau, elle s'assit sur la même chaise, sa posture légèrement moins tendue qu'auparavant, mais à peine. Il examina d'abord ses résultats. Votre holter était impeccable, pas d'arythmie. Votre cœur est parfaitement sain. Emily cligna des yeux, puis baissa le regard. On dirait que vous êtes déçu, observa-t-il. Non, dit-elle doucement, je pensais juste que si quelque chose n'allait pas, il y aurait une raison pour que je me sente comme ça tout le temps. Ethan se pencha en arrière, curieux. Comme quoi? Emily hésita, puis commença à parler par fragments, des phrases aux bords effilochés. J'ai des vertiges parfois autour des gens. Mes mains transpirent, et je ne peux pas parler correctement. J'évite les épiceries, les foules. Je n'ai jamais pris l'avion ni le train. Je marche presque partout sauf si je suis avec ma voisine. Je ne me débrouille pas bien dehors. Elle leva alors les yeux, emplis de quelque chose de brut. Je suis comme ça depuis des années. Ethan attendit, la laissant parler à son propre rythme. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans, dit-elle, la voix soudain plate. Après ça, j'ai emménagé avec ma grand-mère, Eleanor. Elle vit à Springfield, une petite ville. Il ne s'y passe pas grand-chose. Les gens remarquent quand vous êtes différent. Il écouta sans l'interrompre, chaque détail était un fil. Je ne suis pas allé à l'université. J'ai fini l'école à la maison, en ligne. Maintenant, je m'occupe de ma grand-mère. C'est tout ce que j'ai. Et des amis? Demanda Ethan doucement. Emily laissa échapper un petit rire brisé. Je ne pense pas en avoir vraiment eu un. Pas un vrai. Les gens à l'école disaient que j'étais bizarre, trop silencieuse, trop nerveuse. J'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place. La gorge d'Ethan se serra à la certitude calme dans son ton. Je travaille de chez moi, continua-t-elle. Je brode des nappes pour une petite boutique en ville. Je gagne assez pour aider avec les courses et les médicaments pour ma grand-mère, et c'est ma vie. Sa voix s'éteignit. Il n'y avait pas d'amertume dedans, juste des faits, comme si elle avait accepté une demi-vie comme sa seule option. Vous ne quittez pas souvent Springfield? Demanda-t-il. Elle secoua la tête. C'est la première fois que je viens en ville. J'ai pris un bus. J'ai presque renoncé. J'ai eu une crise de panique au terminal, dormi à la gare parce que je n'arrivais pas à me résoudre à demander de l'aide à qui que ce soit. Ethan se figea. Vous avez dormi au terminal? Emily hocha la tête, comme si c'était normal. Emily, sa voix s'adoucit, mais elle portait un poids, vous auriez dû le dire à quelqu'un. Je ne savais pas à qui le dire. Je ne voulais déranger personne. Vous avez déjà tant à faire. Quelque chose en Ethan s'éveilla, pas de la pitié, quelque chose de plus profond, un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Vous ne dérangez pas, dit-il fermement. Jamais. La pièce redevint silencieuse, un silence qui ne semblait pas vide mais plein. Elle le regarda alors, pleinement, pour la première fois. Leurs yeux se rencontrèrent, et Ethan vit. Les années d'invisibilité, le murmure interne constant qu'elle n'avait pas d'importance, que ses besoins étaient trop bruyants, que son existence était trop. Il se pencha en avant, posa ses coudes sur le bureau. Vous savez, dit-il, quand j'étais en école de médecine, j'avais un professeur qui disait que certaines maladies ne se voient pas sur les scanners. Certaines vivent dans l'espace entre les battements de cœur, dans la solitude. Dans le silence, Emily cligna des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Vous avez vécu dans ce silence longtemps, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ethan nota quelque chose sur son dossier, rien de médical, juste un rappel pour lui-même, lui parler à nouveau, lui demander des nouvelles de Springfield, de la broderie, trouver une raison pour ne pas laisser le fil se rompre. Il la regarda à nouveau. Voulez-vous du thé? J'en garde pour les patients qui ne sont pas pressés. Elle parut surprise par l'offre. Je ne sais pas. Je n'ai jamais séjourné dans un cabinet médical juste pour parler. Eh bien, dit-il avec un sourire doux,
il y a une première fois pour tout. Et peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Ce soir-là, longtemps après qu'Emily eut quitté son bureau, Ethan se retrouva assis à son bureau, fixant l'écran où son dossier était ouvert mais intact. Il ne révisait pas les résultats des tests, ceux-ci étaient déjà faits. Il ne prescrivait pas de médicaments, il n'y en avait aucun à prescrire. Ce qu'il faisait, bien qu'il ne l'admettrait pas encore à voix haute, c'était se demander comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait porter un tel poids invisible et comment personne ne l'avait vraiment vu auparavant. Le lendemain matin, Ethan réexamina ses analyses de sang, par habitude plus que par nécessité. Tout était parfait, niveaux impeccables, aucun signe d'anémie ou d'irrégularité thyroïdienne. Son rythme cardiaque s'était stabilisé au cours du suivi Holter, ne révélant aucune arythmie, aucune explication physique pour les palpitations ou les vertiges. Médicalement parlant, Emily Harper était en bonne santé. Émotionnellement, elle s'effilochait. Il s'adossa, expira par le nez, et cliqua 2 fois sur son stylo avant de se lever. Cette douleur invisible en elle, cette guerre silencieuse, n'était pas quelque chose qu'il pouvait diagnostiquer avec des instruments. Cela demandait quelque chose de bien moins précis et infiniment plus complexe. Présence, empathie, temps. Lorsqu'Emily revint plus tard cette semaine-là pour le rendez-vous de suivi, elle semblait un peu moins fantomatique et un peu plus comme un point d'interrogation incertaine, en quête, mais présente. Et cela comptait. Il lui offrit un sourire. « Comment vous êtes-vous senti depuis notre dernière conversation ?» Elle haussa les épaules, les yeux rivés au sol. « Fatigué, mais je pense que c'est juste la vie. » Ethan lui fit signe de s'asseoir et ouvrit son carnet au lieu du dossier médical. « Emily, aujourd'hui, je veux vous parler, pas en tant que médecin, mais en tant que quelqu'un qui vous voit, vraiment vous voit. » Elle se radit légèrement mais ne se détourna pas. « J'ai examiné tous vos tests. Physiquement, vous allez bien. Votre cœur est fort. Mais d'après tout ce que vous m'avez dit, les crises de panique, l'évitement, l'épuisement, ce que vous vivez n'est pas physique. C'est émotionnel, et c'est très réel. » Elle leva les yeux vers lui avec prudence. « Je crois que vous vivez avec une anxiété sociale sévère, dit-il doucement. Ce n'est pas quelque chose que vous avez causé, et ce n'est pas un défaut, mais ça affecte la manière dont vous vous déplacez dans le monde. » La gorge d'Emily se serra. « Est-ce que c'est comme une maladie mentale ?» Ethan secoua la tête. « C'est une condition, une que beaucoup de gens vivent, et comme toute condition, elle peut être gérée, voire guérie, avec du soutien, des outils et du temps. » Elle fixa ses mains. « Mais je ne suis pas comme les autres, murmura-t-elle. Je ne peux même pas m'asseoir dans une pièce avec des étrangers sans avoir l'impression de disparaître. Ce n'est pas votre faute, dit-il fermement. Vous vous êtes adapté pour survivre. Vous avez rendu votre monde plus petit pour qu'il fasse moins mal. » Elle le regarda à nouveau, quelque chose de fragile s'ouvrant derrière ses yeux. « Je pensais que j'avais quelque chose de cassé dans ma poitrine, murmura-t-elle, que mon cœur était brisé d'une manière ou d'une autre. » Ethan inclina la tête, la voix calme. « Votre cœur va bien, Emily. C'est votre âme qui retient son souffle depuis trop longtemps. » Un silence tomba entre eux, lourd mais pas tranchant. Il attendit, lui laissant l'espace d'absorber les mots. Puis, plongeant dans son tiroir, Ethan sortit un petit livret relié à la main, qu'il donnait seulement aux patients dont il pensait qu'ils pourraient en bénéficier. À l'intérieur, il y avait des techniques simples. Exercices d'ancrage, pratiques de respiration, quelques pensées sur la manière de retrouver la sécurité à petite dose. « Ce n'est pas un remède, » dit-il en le lui tendant, « mais c'est un point de départ. » Elle le prit à 2 mains, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. « La plupart des gens ne se soucieraient pas autant, murmura-t-elle. Ethan sourit doucement. « Alors la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ratent. » Emily baissa le regard, et pour la première fois, il y eut une lueur différente dans ses yeux, pas de la peur, pas de la honte, mais de la curiosité, un désir de croire que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule dans ce monde qu'elle le pensait. « Je ne suis pas bonne en thérapie, admit-elle. J'ai essayé une fois, il y a des années. Je ne pouvais pas parler. »« Ce n'est pas grave, » répondit Ethan. « Ça ne doit pas commencer par parler. Parfois, la guérison commence par quelqu'un qui est juste là. » Une longue pause s'étira entre eux. Elle tendit la main pour replacer une mèche de cheveux derrière son oreille, ses mouvements délicats. « Et si je ne vais jamais mieux ?» demanda-t-elle soudain, la voix brisée. Les yeux d'Ethan s'adoucirent. « Alors nous continuerons à nous présenter, encore et encore, jusqu'à ce que vous commenciez à croire que mieux ne veut pas dire parfait. Ça veut juste dire ne plus être seul là, dedans. » Elle cligna rapidement des yeux, essayant de retenir ses larmes, et hocha la tête une fois. Et alors qu'elle se levait pour partir, tenant toujours le livret près d'elle, elle s'arrêta à la porte, se retourna et murmura quelque chose qui le prit complètement au dépourvu. « Merci de ne pas avoir abandonné avant même d'essayer. » Et puis elle disparut à nouveau, mais cette fois, son absence ne semblait pas être une disparition, c'était une promesse. Cette nuit-là, Ethan resta éveillé plus longtemps que d'habitude,
son esprit rejouant des fragments de la voix d'Émilie, son hésitation, la manière dont ses doigts serraient étroitement le livret qu'il lui avait donné. Il avait vu des milliers de patients dans sa carrière, certains reconnaissants, d'autres indifférents, mais aucun n'avait persisté dans ses pensées comme elle. Aucun ne l'avait fait questionner les limites de ce que professionnel était censé signifier. Ce n'était pas romantique, pas encore, c'était quelque chose de plus délicat, plus dangereux, une attirance silencieuse qui semblait être le début de quelque chose de sacré. Il avait vu de la résilience auparavant, mais celle d'Émilie était différente. Elle n'était pas bruyante, pas rebelle. Elle était faite de silence doux et de petits pas, de se réveiller chaque jour dans une vie qui la remarquait à peine et de choisir malgré tout de la vivre avec dignité. Il ne voulait pas qu'elle disparaisse à nouveau. Et ainsi, contre ses instincts habituels, il prit une décision qu'il s'autorisait rarement, il franchit une ligne. Le lendemain matin, Ethan appela la réception pour obtenir son numéro, pas celui de son contact d'urgence, pas son dossier médical, mais sa ligne directe. Il ne demanda pas la permission, il ne prépara pas ce qu'il allait dire, il décrocha simplement le téléphone et composa le numéro. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix petite, presque surprise, ne réponde. « Allô, salut, Émilie, c'est le docteur Brooks. J'espère que je ne vous dérange pas à un mauvais moment. » Un silence. « Non, ça va. Il y a un problème ? » « Non, pas du tout, expira-t-il, ajustant son ton. « Je voulais juste prendre des nouvelles. Je sais que je n'appelle pas habituellement les patients comme ça, mais après notre dernière session, je me suis retrouvé à penser à ce que vous avez dit, à quel point les choses ont été isolées. » Il pouvait entendre l'hésitation dans sa respiration. « Je sais que cette ville peut être accablante, et je sais que vous avez géré tout cela seul pendant longtemps. Je voulais juste que vous sachiez que quelqu'un est là, que je suis là, si vous avez besoin de parler à quelqu'un. » Il y eut une pause, douce, pesante. Personne ne m'a jamais dit ça avant. Ethan sentit quelque chose se fissurer doucement dans sa poitrine. Je le pensais. Une autre longue pause. Je ne savais pas si je devais vous contacter, dit-elle doucement. Vous êtes médecin. Je pensais que vous pourriez penser que j'étais, je ne sais pas, trop exigeante. Ethan sourit. Émilie, tout le monde a besoin de quelqu'un. Ce n'est pas une faiblesse, c'est être humain. Il entendit le faible bruit de sa déglutition, puis sa voix, encore plus douce qu'auparavant. Je ne pensais pas que des gens comme vous remarquaient des gens comme moi. Sa gorge se serra. Les gens comme moi n'oublient pas les gens comme vous. Un silence s'installa à nouveau entre eux, mais il n'était pas vide. Il était chaleureux, ancré. Ils parlèrent encore 20 minutes, rien de profond, juste des choses simples. Comment allait sa grand-mère ce jour-là? Quel était le temps à Springfield? Comment ses commandes de broderie s'accumulaient? Elle lui dit qu'elle préférait les jours nuageux aux jours ensoleillés, il lui dit qu'il préférait le silence au bruit. D'une manière ou d'une autre, sans même essayer, il continuait à se trouver dans les petits espaces entre les mots. Avant de mettre fin à l'appel, il demanda doucement. « Avez-vous un thérapeute près de chez vous, quelqu'un que vous pourriez voir en personne ?» Émilie hésita. « Il n'y a personne à proximité. J'ai cherché. Le plus proche est à 2 villes de là, et je ne peux pas laisser ma grand-mère aussi longtemps. » Ethan prit note mentalement. « Ça vous dérangerait si je vous aidais à trouver quelqu'un de local et expérimenté? Vous feriez ça ?» demanda-t-elle, sincèrement surprise. « Oui, dit-il simplement, parce que vous comptez, Émilie. » La ligne redevint silencieuse, puis, « D'accord. » Il sourit. « Je vous rappellerai dès que j'aurai trouvé quelqu'un en qui j'ai confiance. » Elle murmura un doux merci, et ils raccrochèrent, mais le moment resta avec lui. Plus tard cette semaine-là, il tint parole. Il appela une psychologue qu'il connaissait de son internat, quelqu'un qui était passé à une pratique plus calme près de Springfield, compatissante, compétente et profondément humaine, exactement ce dont Émilie avait besoin. Une fois les détails arrangés, Ethan l'appela à nouveau. « J'ai trouvé quelqu'un, » dit-il. Elle s'appelle Dr Clara Evans. Elle est spécialisée dans l'anxiété sociale et la récupération des traumatismes. Elle travaille à seulement 15 minutes de chez vous. Émilie resta sans voix, puis, après une longue respiration. « Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Essayez simplement. » Elle accepta, à contre-cœur mais sincèrement. Puis, juste au moment où il allait mettre fin à l'appel, il dit quelque chose qui le surprit lui-même. « Émilie, aimeriez-vous prendre un café avec moi un jour ?» Le silence qui suivit fut long, mais ce n'était pas un rejet, c'était de l'incrédulité. « Vous voulez dire hors de l'hôpital ?» ?»« Oui, dit-il, la voix chaleureuse, juste 2 personnes, pas un médecin et une patiente, juste vous et moi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Il l'imagina serrant le téléphone, fixant le mur, le cœur battant la chamade. « Je n'ai jamais fait ça avant, dit-elle. « Je sais, répondit-il doucement, mais il y a une première fois pour tout. » Une autre pause. « D'accord, murmura-t-elle, mais j'ai peur. Je vous rencontrerai là où vous vous sentez en sécurité, promit-il, et nous irons doucement. » Ce n'était pas un rendez-vous. C'était une porte, et Émilie, avec des doigts tremblants, choisit de l'ouvrir.
Ethan avait prévu de rencontrer Emily dans un café modeste à la périphérie de Springfield, un endroit qui servait à la fois du thé et du réconfort en parts égales. Ce n'était pas une chaîne, mais un petit lieu tranquille avec des étagères en bois remplies de livres donnés, des tasses en céramique dépareillées et des fenêtres qui laissaient entrer le soleil comme du miel. Cela semblait être le genre d'espace où rien n'avait besoin d'être parfait, seulement sincère. Il arriva quelques minutes en avance, juste pour s'assurer que l'endroit n'était pas bondé. Lorsqu'Emily entra 10 minutes plus tard, elle s'arrêta au seuil, comme si la frontière entre l'intérieur et l'extérieur n'avait jamais été plus terrifiante. Ethan se leva immédiatement et lui adressa un léger hochement de tête. « Vous l'avez trouvé. » Elle hocha la tête en retour, serrant une petite pochette en tissu dans ses deux mains, ses yeux se posant nerveusement sur les quelques clients éparpillés. « J'ai demandé au propriétaire de réserver une table tranquille, dit-il, la guidant vers un petit recoin à l'arrière près de la fenêtre, où la lumière touchait son visage d'une manière qui la faisait ressembler à une figure de tableau. Emily s'assit lentement. Ses doigts jouaient avec la pochette, qu'Ethan réalisa être faite main, brodée de petites fleurs bleues. C'était beau d'une manière humble, imparfaite, comme elle. « Vous avez fait ça ?» demanda-t-il, en désignant la pochette. Elle la regarda, puis lui. « Oui. Je fais ça quand je suis nerveuse. » Il sourit. « Vous devez faire beaucoup de belles choses. » Ses joues rosirent, mais elle ne se cacha pas. Pendant les premières minutes, leur conversation dansa maladroitement autour du temps et des nouvelles locales. Emily sirotait une tisane à la camomille comme si elle risquait de la trahir. Ethan, sentant son inconfort, ne la pressa pas. Au lieu de cela, il demanda des nouvelles des oiseaux sur le rebord de la fenêtre des moineaux et ce petit geste ouvrit quelque chose en elle. « J'aime les oiseaux, dit-elle doucement. Ils sont simples. Ils sont juste là. Ils ne réfléchissent pas trop à où atterrir ou qui les regarde. » Ethan se pencha, écoutant plus avec son silence qu'avec ses mots. À la maison, il y a un figuier près de la fenêtre de la cuisine. Chaque matin, des rouges-gorges viennent picorer les fruits. J'ai commencé à leur donner des noms. Ils ont des personnalités, elle sourit. L'un d'eux est audacieux, il vole les plus gros morceaux. Les autres attendent leur tour. Ce fut un petit moment, mais quelque chose changea. Sa voix était maintenant stable, douce, oui, mais sans trembler. Ethan vit une version d'elle qui n'avait pas eu la chance d'exister dans le monde, curieuse, observatrice, pleine d'émerveillement. « Je ne parle comme ça avec personne, » admit-elle après un moment. « Je suis content que vous parliez comme ça avec moi, » répondit Ethan. Ses yeux scrutèrent son visage pas pour de l'attirance, pas encore, mais pour de la sécurité, pour la preuve que sa gentillesse n'était pas une performance temporaire. « Puis-je vous poser une question ?» dit-elle soudain. « Binzoa, pensez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ?» La question le frappa comme une vague lente. Il posa sa tasse et répondit sans hésitation. « Non. Je pense que le monde n'a pas su comment gérer quelqu'un comme vous, et au lieu de s'adapter pour vous rencontrer, il a essayé de vous convaincre que c'est vous qui ne rentrez pas dans le moule. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, ses yeux brillants d'émotion. « Vous n'êtes pas brisée, Emily. Vous êtes juste sans protection, et trop de gens confondent ces deux choses. » Personne ne lui avait jamais dit cela, ni ses professeurs, ni les voisins, ni les murmures silencieux des jugements d'une petite ville comme Springfield. Elle fixa la fenêtre un instant, clignant rapidement des yeux. « Je souhaitais pouvoir disparaître, » dit-elle doucement, « mais maintenant je pense que je voulais juste que quelqu'un me voie, vraiment me voie. »« Je vous vois, » dit Ethan. Elle le regarda en retour, et pour la première fois, ne détourna pas les yeux. Pendant l'heure suivante, ils parlèrent de choses qui ne viennent pas habituellement dans les conversations entre étrangers, le livre qu'elle lisait le soir, sa peur de parler en public, la fois où elle avait essayé d'assister à une foire locale, mais était partie avant d'entrer parce que la foule semblait trop grande. Elle lui raconta les vieilles histoires de sa grand-mère, comment elle avait appris à broder en regardant des vidéos YouTube, et comment elle imaginait parfois posséder une petite boutique de tissus remplie de couleurs douces, et de gens encore plus doux. Et à la fin, Ethan demanda prudemment, « Aimeriez-vous refaire ça ?» Emily regarda sa tasse de thé vide. « Je pense que oui. » Il sourit. « Même endroit, samedi prochain ?» Elle hocha la tête, un oui calme et doux, et alors qu'elle se levait pour partir, elle s'arrêta à nouveau, ses doigts hésitant près de sa poitrine, où une fine chaîne en argent dépassait dessous son pull. « Merci d'avoir écouté, » dit-elle. « Personne n'attend jamais assez longtemps pour que je parle. » La réponse d'Ethan fut simple. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Alors qu'elle s'éloignait, il ne vit pas une fille brisée. Il vit une femme apprenant doucement à se déployer, et il se demanda, qu'est-ce que ça ferait d'être la première personne qu'elle ait jamais permis de tenir ou qu'elle ait gardé cachée. La semaine suivante, Ethan se surprit à vérifier sa montre plus souvent que d'habitude. Ce n'était pas le genre d'agitation qui vient du stress ou de l'ennui, c'était de l'anticipation, et il détestait l'admettre, même à lui-même. Il avait dit à Emily qu'il pourrait se revoir ce samedi-là, mais quand le samedi passa sans message, sans appel, ni même une confirmation silencieuse,
quelque chose en lui se tordit. Elle n'était pas du genre à ignorer quelqu'un. Si elle n'était pas venue, cela signifiait que quelque chose s'était passé. Le dimanche après-midi, contre sa prudence habituelle et les règles de distance émotionnelle dont il était autrefois si strict, il lui envoya un texto « Salut Émilie, je voulais juste prendre des nouvelles. J'espère que tout va bien. Pas de pression, je pense juste à vous. » Le message resta non lu pendant 5 heures. Puis, enfin, 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Je suis désolé de ne pas être venu. Ma grand-mère a fait une chute. Elle va bien maintenant, mais j'ai eu peur. Je ne savais pas si vous voudriez avoir de mes nouvelles. Ethan répondit immédiatement, bien sûr que je veux avoir de vos nouvelles. Je suis juste content qu'elle aille bien. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, juste merci. Cette nuit-là, il ne pouvait s'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle Émilie s'était retirée. Une petite perturbation, et elle avait supposé qu'il ne se soucierait plus d'elle. Ce n'était pas juste son insécurité, c'était la manière dont son monde lui avait appris à ne pas s'attendre à ce que quelqu'un reste. Le lendemain matin, il prit une autre décision peu orthodoxe. Il l'appela. « Salut », dit-elle, la voix petite et fatiguée. « Et, je voulais vous demander quelque chose, » dit-il. « D'accord. Est-ce que ça vous irait si je venais vous rendre visite à Springfield un jour? » Être juste pour marcher ou parler en personne à nouveau. Il pouvait presque l'entendre cligner des yeux à travers le téléphone. « Vous viendriez ici, si vous êtes à l'aise. » Il y eut une pause. « Je n'ai rien de chic à vous proposer. Juste, il y a un petit café, librairie près de la place. Ils me connaissent là, bah. Parfois, j'y vais juste pour regarder les couvertures. » Il sourit. « Alors c'est là que j'aimerais vous rencontrer. » Ils firent un plan pour le week-end suivant. Lorsqu'il arriva à Springfield samedi, la première chose qu'Ethan remarqua fut à quel point la ville semblait immobile comparée au chaos de New York. Cet endroit était calme, comme un souvenir en pause. Le café qu'Emily avait mentionné était petit, comme promis. À l'intérieur, les étagères étaient remplies de romans d'occasion, les murs sentaient légèrement la cannelle et le vieux papier, et un seul haut-parleur jouait du jazz doux qui crépitait légèrement avec l'âge. Elle était déjà là lorsqu'il arriva, attendant à une table dans un coin, les cheveux vaguement tressés, un livre usé ouvert devant elle. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son sourire prudent mais réel. « Vous êtes venu, dit-elle. Je vous avais dit que je viendrais. » Ils commandèrent du thé et parlèrent un moment. Cette fois, c'est Émilie qui mena la conversation. Elle lui raconta comment sa voisine aidait à s'occuper de sa grand-mère, comment elle avait appris à faire une tarte aux pommes à partir d'un vieux livre de recettes, et comment ses commandes de broderie avaient un peu augmenté après qu'une femme en ville avait partagé son travail en ligne. « J'ai même pensé, » ajouta-t-elle, les yeux s'illuminant une fraction de seconde, peut-être que je pourrais vendre mes créations dans un petit stand au marché fermier. Juste parfois. C'est une belle idée, dit Ethan. Je pourrais aider si vous voulez. Elle sourit, puis hésita. Je ne veux pas que vous ayez l'impression de devoir me sauver. Je ne vous sauve pas, répondit-il doucement. Je me tiens à vos côtés. Son expression changea. Il y eut une pause, une hésitation au bord de quelque chose d'inavoué. Puis-je vous poser une question, dit-elle. Toujours. Pourquoi faites-vous tout ça? Passer du temps avec moi, appeler, venir ici? Ethan réfléchit un instant, puis il répondit, non avec logique mais avec vérité. Parce que vous me faites sentir que je ne fais plus simplement les choses par habitude. Émilie cligna rapidement des yeux, ses mains tremblant légèrement sur le bord de sa tasse. Je ne suis pas habituée à compter pour quelqu'un, murmura-t-elle. Eh bien, habituez-vous-y, répondit-il avec un sourire doux, parce que je ne vais nulle part. Après avoir quitté le café, Ethan proposa de la raccompagner chez elle. Ce n'était qu'à quelques pâtés de maison, mais l'air était frais, et le soleil, doux, peignait tout d'or. Lorsqu'ils atteignirent la grille de la maison de sa grand-mère, Émilie s'arrêta et se tourna vers lui. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit-elle honnêtement. « J'ai encore peur, j'essaye encore de croire que c'est réel. » Il s'approcha, mais pas trop près. « Je ne demande rien que vous ne soyez pas prête à donner. Je veux juste vous connaître, et si cela signifie lentement, je suivrai votre rythme. » Émilie leva les yeux, brillant d'incertitude et de confiance. Puis, sans prévenir, elle tendit la main vers la sienne. C'était la première fois qu'elle initiait un contact. Ses doigts étaient frais, hésitants, mais elle ne lâcha pas. « J'aimerais essayer, » dit-elle. Ethan serra doucement sa main. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et dans cette rue silencieuse, sous le doux murmure du vent à travers les arbres, quelque chose commença, pas de l'amour, pas encore, mais le genre d'espoir qui ne grandit que lorsque quelqu'un se sent enfin vu. Le matin de leur deuxième rencontre à Springfield semblait différent, plus léger. Émilie se réveilla avant le lever du soleil, ses mains déjà agitées d'anticipation. Sa grand-mère le remarqua alors qu'elle préparait le petit déjeuner. « Tu fredonnes, » dit Eleanor, un sourire malicieux caché dans sa voix. Émilie leva les yeux, surprise. « Vraiment, tu n'as pas fredonné depuis des années. »
Il n'y avait pas de moquerie, juste une reconnaissance silencieuse. Émilie rougit et haussa les épaules, mais à l'intérieur, quelque chose de chaleureux s'épanouit. À midi, elle se tenait devant sa modeste garde-robe, choisissant entre deux cardigans l'un rose pâle, l'autre bleu ciel. Ce n'était pas de la vanité, c'était du soin. Elle voulait se sentir comme la meilleure version d'elle-même, même si elle n'était pas encore tout à fait sûre à quoi cela ressemblait. Ethan, quant à lui, était déjà à Springfield, arrivé tôt et flânant dans une petite librairie d'antiquités en attendant. Il ne voulait pas paraître trop impatient, mais il l'était, et il ne le niait pas. Ils se retrouvèrent devant le même café. Lorsqu'Emily apparut de l'autre côté de la place, le souffle d'Ethan se coupa pas à cause de son apparence, mais à cause de la manière dont elle se tenait, toujours douce, toujours prudente, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, pas de la confiance, quelque chose de plus courageux. La volonté. « Salut », dit-elle, souriant nerveusement. « Salut », répondit-il. « Vous ressemblez à vous-même, et c'est parfait. » Elle rit doucement, baissant le regard. Ils entrèrent, choisirent à nouveau une table près de la fenêtre, et cette fois, Émilie ne s'assit pas dos à la pièce. Elle s'assit là où la lumière pouvait pleinement la toucher. Ses yeux explorèrent le menu pendant que ses doigts s'agitaient nerveusement contre sa tasse de thé. « Voulez-vous essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui » demanda Ethan. « J'ai pensé que oui. Quelle aventure !» Elle gloussa, presque enfantine. Un pas à la fois, ils commandèrent ensemble. Du thé à la lavande pour elle, du café noir pour lui, et 2 tranches de gâteau à la cannelle chaud. En mangeant, la conversation devint plus détendue, plus spontanée. Émilie demanda des nouvelles de son enfance, et Ethan confessa qu'il était un enfant sérieux qui enfreignait rarement les règles. « Je peux le voir » taquina-t-elle doucement. « On m'a dit que j'étais née avec une cravate. » Elle rit fort cette fois, et pendant un instant, même elle fut surprise par le son. Émilie parla de son amour pour la littérature classique Brontë, Austen, Hardy et comment elle imaginait souvent des histoires entières dans sa tête mais ne les écrivait jamais. « Vous devriez, » dit Ethan. « J'ai peur qu'elle ne soit pas assez bonne. » « Assez bonne pour qui ?» Elle baissa les yeux. « Pour n'importe qui ?» Ethan se pencha plus près. « Si c'est honnête, c'est déjà assez pour vous, et c'est ce qui compte. » La conversation changea, mais ces mots restèrent avec elle comme une mélodie basse. Après avoir fini leur boisson, ils se promenèrent dans le parc à proximité. Ce n'était pas grandiose, juste un sentier d'arbres, de bancs et un étang avec 2 bateaux-cygnes amarrés au quai. Émilie s'arrêta près de l'eau. « Je venais ici enfant avec mes parents. On faisait des pique-niques. » Ethan l'observa attentivement. « Vous venez ici maintenant ?»« Non. J'ai arrêté après leur mort. Je ne voulais pas me souvenir. » Il ne pressa pas. Au lieu de cela, il suivit son rythme. À sa surprise, elle se tourna vers lui et pointa les bateaux-cygnes. « Vous viendriez avec moi ?» Il cligna des yeux. « Vous êtes sûr ?» Elle hocha la tête. « Je veux me souvenir de quelque chose de bien ici. » Ils montèrent dans le bateau à pédales, Émilie serrant fermement les poignets alors que l'embarcation vacillait légèrement. Ethan s'assit à côté d'elle, assez près pour offrir de la stabilité mais assez loin pour respecter son espace. En dérivant, Émilie se détendit peu à peu, le vent ébouriffant ses cheveux, ses épaules s'adoucissant. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avec quelqu'un, » dit-elle. « Pas comme ça. Comme quoi ? Comme si j'avais le droit d'avoir peur et d'être là quand même. » La voix d'Ethan était calme. « Vous avez le droit. » Toujours. Elle le regarda alors, vraiment. Son cœur s'emballa. Elle pouvait sentir les battements dans ses oreilles, pas de panique cette fois, mais de quelque chose de tendre et terrifiant. « J'ai peur de vous décevoir, » confessa-t-elle. « Je ne serai pas assez. » Il tourna légèrement son corps vers elle. « Émilie, je ne suis pas ici pour ce que je pense que vous devriez être. Je suis ici pour ce que vous êtes. » Ses yeux s'emplirent, non de tristesse mais d'un sentiment d'être désarmé. Et dans le calme du lac, dans ce moment fragile où rien ne bougeait sauf leur souffle, Émilie murmura quelque chose à peine audible, « Je n'ai jamais été embrassée. » Ethan ne tressaillit pas, ne rit pas. Il prit simplement une pause, puis une autre. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il doucement. Émilie déglutit, tremblante. « Je pense que je veux ça. » Il se pencha lentement, lui laissant tout le temps du monde pour changer d'avis, mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans le baiser le plus calme et le plus gentil qu'aucun d'eux n'avait jamais connu. C'était une promesse, pas une possession, un commencement, pas une exigence. Lorsqu'ils se séparèrent, ses yeux ne se baissèrent pas cette fois, et Ethan, pour la première fois depuis des années, ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis très, très longtemps. L'émerveillement. La semaine après leur baiser sur le lac, tout semblait différent. Émilie traversait ses journées avec un nouveau type de silence, pas le lourd, isolant, qui l'enveloppait autrefois comme un manteau, mais quelque chose de plus doux, comme si ses pensées n'étaient plus des armes mais des pages d'un livre en train d'être lentement écrit. Pour la première fois depuis des années, elle se surprit à sourire sans raison.
Les rouges-gorges dehors à la fenêtre de la cuisine gazouillaient de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait, mais maintenant leur son semblait de la musique. Son monde n'avait pas changé, mais son paysage intérieur avait commencé à dégeler. Ethan, lui aussi, ressentait le changement. Au travail, il se trouvait distrait de la meilleure manière. Il fixait son téléphone entre les rendez-vous, se demandant s'il devait l'appeler ou lui laisser de l'espace. Il ne voulait pas l'accabler, pas après que leur connexion avait commencé à se déployer si doucement, mais savoir qu'elle était là dehors, choisissant d'être plus courageuse chaque jour, rendait sa propre vie plus pleine, moins mécanique. Le jeudi après-midi, Émilie l'appela. « Je ne veux pas être un fardeau », dit-elle immédiatement. « Vous ne l'êtes pas », répondit-il avec la certitude de quelqu'un qui avait attendu l'appel toute la semaine. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Il y eut une pause, puis elle expira lentement. « J'ai pensé au baiser. » Le cœur d'Ethan s'accéléra, mais il garda sa voix calme. « Moi aussi. » Une autre pause. Je ne m'attendais pas à ce que ça semble si sûr, sa voix trembla légèrement. Je pensais que je paniquerais, que ça semblerait trop, mais non. Ça semblait comme si je pouvais enfin respirer. Ethan laissa ces mots pénétrer, profondément ému. « Émilie, ça signifie plus pour moi que vous ne le savez. Je n'ai jamais dit ça à personne, continua-t-elle, mais je croyais que l'intimité était quelque chose pour quoi je n'étais pas faite, comme si je n'étais pas construite pour la proximité. Mais maintenant je me demande si je n'avais juste jamais assez senti en sécurité pour essayer. » Il y eut un silence entre eux, long et sacré. Puis Ethan demanda doucement, « Est-ce que ça aiderait si je venais ce week-end, juste pour vous voir ?» Pas de plan, pas de pression. « Oui, dit-elle. J'aimerais ça. » Le samedi après-midi, Ethan conduisit jusqu'à Springfield. Le temps était doux, le genre de brise légère et de ciel doré qui semblait bénir tout ce qui se trouvait dessous. Lorsqu'il arriva chez Émilie, il la vit attendre sur le porche, portant un long pull tricoté et tenant 2 tasses. « J'ai fait du chocolat chaud », dit-elle avec un sourire qui tremblait légèrement. Ils s'assirent ensemble sur les marches du porche, sirotant lentement, ne disant pas grand-chose au début. Parfois, la présence suffisait. Mais finalement, alors que le ciel prenait une teinte orange plus profonde, Émilie parla. « Ma grand-mère est absente ce week-end, elle rend visite à une cousine. Elle a insisté pour que je reste à la maison et me repose. » Ethan hocha la tête. « Vous méritez du repos. » Elle le regarda, ses yeux calmes et avec quelque chose scintillant juste sous la surface, une invitation, une décision. « Voudriez-vous rester pour le dîner ?» demanda-t-elle. « J'aimerais beaucoup. » À l'intérieur, sa maison était petite mais remplie de chaleur. Des couvertures crochetées drapées sur les fauteuils, des broderies encadrées sur les murs, une légère odeur de cannelle et de romarin persistant dans l'air. Émilie bougeait lentement, comme si chaque mouvement était mesuré non par hésitation, mais par intention. Pendant le dîner, ils parlèrent de petites choses, livres, rêves. Ethan partagea des souvenirs de sa défunte mère, et Émilie écouta avec une sorte de révérence dont il n'avait pas su qu'il avait besoin. Plus tard, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, un silence tomba entre eux, mais cette fois il était rempli de tension, pas de peur, quelque chose de plus doux, plus lourd, débordant d'un désir inexprimé. « Je ne sais pas comment ça fonctionne, » murmura-t-elle, « rien de tout ça, mais je veux essayer. » Ethan tendit la main pour prendre la sienne, entremêlant ses doigts aux siens. « Alors nous essaierons ensemble. » Sa respiration se bloqua. Elle se leva lentement, puis le regarda. « Viendrez-vous avec moi ?» Il la suivit dans sa chambre, le cœur battant. À l'intérieur, l'air semblait sacré. Émilie alluma une petite bougie à la lavande sur la table de nuit, puis s'assit au bord du lit, le regardant avec un mélange de peur et de confiance. « Je ne suis pas prête pour tout, » dit-elle, « mais je veux savoir ce que la proximité ressent, pas juste physiquement, mais émotionnellement. » Ethan s'approcha. « Nous irons à votre rythme, à chaque étape. » Elle tendit la main vers lui en premier. Leur étreinte fut lente, hésitante au début, puis plus profonde. Le poids de sa tête contre son épaule, la douceur de sa main tenant la sienne. Il n'y avait pas d'urgence, pas de précipitation. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés côte à côte, entièrement habillés, les cœurs plus alignés que les corps, Émilie se tourna vers lui et dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. « Je pense que je t'aime. » Ethan la regarda, les yeux embués. « Je sais que je t'aime, » murmura-t-il. Elle ne pleura pas cette fois parce que pour la première fois de sa vie, elle se sentait choisie. Le dimanche matin arriva avec une révérence silencieuse. Les premiers rayons du soleil pénétrèrent à travers les rideaux en lin de la chambre d'Émilie, baignant tout d'une douce lueur dorée. Ethan se réveilla en premier, prudent de ne pas bouger trop vite, de ne pas perturber la paix qui semblait flotter dans l'air comme une bénédiction. Émilie dormait avec un bras drapé sur sa poitrine, sa respiration chaude et régulière, ses cheveux légèrement ébouriffés, frôlant sa mâchoire. Pendant un long moment, Ethan la regarda simplement, pas en tant que médecin, pas même en tant qu'homme amoureux, mais en tant que quelqu'un totalement émerveillé par la force délicate reposant à ses côtés.
Il avait connu l'intimité sous de nombreuses formes auparavant fugaces, transactionnelles, souvent enveloppées de couches de performance, mais ceci, c'était différent. Ce qu'ils avaient partagé la veille n'était pas physique de la manière dont la plupart s'y attendraient, c'était émotionnel, sacré, un abandon des murs plutôt que des vêtements. Quand Émilie s'éveilla, elle cligna des yeux vers lui, la confusion s'effaçant rapidement en quelque chose de plus doux, quelque chose dont elle n'était pas encore habituée, le confort. « Bonjour » murmura-t-il. Elle sourit, encore endormie. « Tu es toujours là. Je t'avais dit que je serais là. » Ils partagèrent le petit déjeuner à la petite table de la cuisine. Ethan proposa de l'aider, mais Émilie insista pour tout préparer, du pain grillé avec de la confiture de figues maison, des œufs brouillés et des tranches de pommes fraîches saupoudrées de cannelle. C'était simple, mais ça semblait cérémoniel. Alors qu'ils débarrassaient la vaisselle, un coup à la porte d'entrée les surprit tous les deux. Émilie se figea. « C'est trop tôt pour des visiteurs. » murmura-t-elle. Quand elle ouvrit la porte, sa respiration se bloqua dans sa gorge. « Mamie !» Eleanor se tenait là avec un sac de voyage dans une main et un regard perçant dans l'autre. « J'ai pris le train tôt. La nourriture là où j'étais ne me plaisait pas, » dit-elle platement, passant devant Émilie et entrant dans la maison. Émilie suivit, le cœur battant. Ethan se leva dans le salon, incertain de quoi faire avec ses mains. Il offrit un hochement de tête poli. « Bonjour, madame. Je suis Ethan. » Eleanor se tourna lentement vers lui, le jaugeant avec des yeux qui avaient vu trop et pardonné peu. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle. Émilie intervint rapidement. « Mamie, je l'ai invitée. S'il te plaît, ne sois pas fâchée. » Eleanor se tourna vers sa petite fille, puis regarda à nouveau Ethan. « Vous êtes le médecin, n'est-ce pas? Celui de New York? »« Oui, madame. Je suis cardiologue. » Elle marmonna. « Mais ce n'est pas son cœur que vous avez réparé, n'est-ce pas? » Ethan ne tressaillit pas. « Non, madame. C'est son esprit, et je ne le répare pas. Je suis juste là. » Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Eleanor s'approcha d'Émilie et posa une main sur sa joue. « Tu as l'air différente, » dit-elle doucement. Plus douce, plus légère. La gorge d'Émilie se serra. « C'est mal ?» Eleanor secoua lentement la tête. « C'est en retard depuis longtemps. » Puis elle se tourna vers Ethan, la voix ferme. « C'est tout ce qu'il me reste. Si vous lui faites du mal, je le saurai, et je vous trouverai. » Ethan hocha la tête avec une sincérité profonde. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne suis pas là pour l'emmener. Je suis là pour marcher à ses côtés, où qu'elle choisisse d'aller. » Eleanor l'étudia un moment de plus, puis, enfin, ses épaules se relâchèrent. « Eh bien, alors, dit-elle, je suppose que vous feriez mieux de rester pour le déjeuner. » Cet après-midi-là, ils s'assirent tous les trois autour de la même table, partageant de la nourriture, des rires et des histoires. Ethan écouta plus qu'il ne parla, permettant à Eleanor de reprendre sa place dans la vie d'Émilie. Et Émilie, assise entre eux, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'enfance, une famille. Plus tard, alors qu'Eleanor faisait la sieste sur la balançoire du porche, Émilie et Ethan se promenèrent dans le jardin derrière la maison. Le figuier se dressait fièrement près de la clôture arrière, ses feuilles bruissant dans la brise. « Je m'asseyais ici après l'école, » dit-elle, « je faisais semblant que le monde s'arrêtait à cette clôture. » Ethan se tenait derrière elle, les mains doucement posées sur ses épaules. « Et maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, » murmura-t-elle, « je me demande ce qu'il y a au-delà. » Il se pencha, effleurant un baiser contre sa tempe. « Quoi que ce soit, j'espère pouvoir le voir avec vous. » Elle se tourna pour lui faire face, sa voix pleine d'une certitude calme. « Tu le fais déjà. » Leur lien, autrefois hésitant, pulsait maintenant de quelque chose de stable, pas rapide, pas dramatique, juste profondément réel. Et alors que le soleil plongeait derrière les collines de Springfield, aucun d'eux ne prononça les mots à voix haute, mais tous deux le savaient, ce n'était plus un commencement, c'était en train de devenir quelque chose de durable. Le week-end suivant, Émilie fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé être capable de faire, elle invita Ethan à passer la nuit, pas par accident, pas par circonstance, mais par choix. Ce n'était pas impulsif. C'était une décision calme et réfléchie prise après plusieurs longues promenades dans le jardin, après des heures passées à écrire ses pensées dans un carnet usé qu'elle n'avait jamais montré à personne. Il s'agissait de confiance, d'abandonner le dernier mur délicat qu'elle avait gardé entre eux. Ethan arriva juste après le coucher du soleil, portant un petit sac de voyage et un bouquet de lavande séchée, pas parce qu'il pensait qu'elle attendait des fleurs, mais parce qu'il se souvenait qu'elle avait dit que cette odeur la calmait. C'était la manière d'Ethan, jamais trop vite, mais toujours intentionnelle. À l'intérieur, la maison était chaude, éclairée par la douce lueur de lampes vintage et le scintillement d'une seule bougie sur la table de la cuisine. Émilie avait préparé un dîner simple, légumes rôtis, pain chaud et thé. Elle n'essayait pas d'impressionner, elle essayait de créer de la sécurité. « Je suis nerveuse », admit-elle en lui tendant une assiette. Ethan la prit doucement. « Moi aussi », cela la fit sourire.
Après le dîner, ils restèrent assis sur le canapé pendant des heures, parlant peu, laissant le silence s'étirer entre eux comme un fil tissé de patience et de possibilités. Finalement, Emily se leva. « Ma chambre est prête, si tu veux venir. » Ethan se leva aussi. « Seulement si tu es sûr. » Elle hocha la tête. « Je veux ça pas juste le moment, mais ce que ça signifie. » À l'intérieur de sa chambre, l'air était empreint de lavande et de silence. Le lit était soigneusement fait, une courte pointe crème douce étendue dessus. Tout semblait sacré, comme une chapelle construite non pas de pierre mais de vulnérabilité. Émilie s'assit au bord du lit, ses doigts entrelacés sur ses genoux. « Je n'ai jamais fait ça avant, » dit-elle doucement, pas juste physiquement, mais émotionnellement, « laissez quelqu'un me voir. » Ethan s'agenouilla devant elle, retirant doucement ses chaussures comme s'il honorait un rituel. « Tu n'as pas à performer, dit-il, pas pour moi, jamais. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai passé tant d'années à penser que je ne serais jamais assez, que si quelqu'un s'approchait autant, il réaliserait à quel point je suis vraiment vide. » Il leva les yeux, son regard stable. « Émilie, tu es pleine de vie. Tu n'as juste jamais eu un endroit où la déverser. » Elle tendit la main vers la sienne. « Et si je me trompe? Et si j'ai peur à mi-chemin? Alors on s'arrête, on respire, on reste dans un endroit qui semble sûr. Il n'y a pas de destination ce soir, juste nous. » Il ne s'agissait pas de se déshabiller. Il s'agissait de se déployer. Ils s'allongèrent côte à côte, d'abord entièrement habillés, les mains explorant en cercle lent, les doigts traçant les épaules, les clavicules, les mâchoires. La respiration d'Émilie se bloquait à chaque fois qu'elle ressentait quelque chose de nouveau, la rugosité de sa paume, la chaleur de sa peau, la stabilité de son battement de cœur. Et quand elle fut prête, vraiment prête, elle murmura un mot qui signifiait tout, oui. Ce qui suivit n'était pas parfait, pas chorégraphié, mais réel. Il y eut des moments où Émilie se retira et pleura sans savoir pourquoi, des moments où Ethan la tenait simplement, murmurant qu'elle s'en sortait magnifiquement, des moments où ils riaient de la maladresse quand leurs mains s'en mêlaient ou leurs fronts se heurtaient. Mais rien de tout cela ne brisa la magie, au contraire, cela la rendait plus humaine, plus honnête. Après, ils restèrent enlacés sous la courte pointe, sa tête reposant sur son cœur, ses doigts traçant la courbe de sa colonne vertébrale comme une berceuse. « Je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi en sécurité, » murmura-t-elle. « Tu l'as toujours mérité, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui, les cheveux en désordre, les yeux grands et vitreux. « Je t'aime. » Ethan prit son visage dans ses mains, l'embrassa doucement. « Je t'aime, Émilie, plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. » Dehors, la nuit était immobile. À l'intérieur, deux cœurs, autrefois étrangers, battaient maintenant au même rythme, lent, stable, sacré. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose de remarquable commença à prendre racine dans la vie d'Émilie. Ce n'était pas dramatique, ça n'arriva pas d'un coup. C'était calme, comme le lent changement des saisons, mais c'était indéniable. Elle commença à se réveiller avec un but, pas d'urgence, pas de peur, un but. Son travail de broderie, autrefois un moyen de se cacher du monde, devint un pont vers celui-ci. Les commandes augmentèrent après qu'une petite boutique en ligne eut présenté ses motifs délicats cousus à la main. Les femmes locales commencèrent à demander des cours, et pour la première fois, Émilie ne dit pas non. Au lieu de cela, elle dit « peut être ». Ethan continua ses visites à Springfield chaque week-end, troquant ses sols de marbre et son bureau en hauteur pour le bois usé du Porsche d'Émilie et la grille grinçante qui couinait comme si elle riait. Il commença à laisser une brosse à dents dans sa salle de bain, elle commença à garder son café préféré dans son garde-manger. Aucun d'eux ne le dit, mais tous deux le savaient, leur vie n'était plus des chapitres séparés, c'était maintenant la même histoire. Chaque soir, ils parlaient au téléphone avant de se coucher, parfois pendant des heures, parfois juste assez longtemps pour dire « je suis toujours là ». Et cela suffisait. Un après-midi, Ethan arriva à Springfield avec une surprise. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il, plongeant la main dans la poche de son manteau. Émilie, essuyant la farine de ses mains après avoir cuisiné, inclina la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» Il lui tendit un petit croquis plié. Elle l'ouvrit soigneusement et retint son souffle. C'était un plan. Une petite devanture de magasin, de grandes fenêtres, des étagères, une enseigne au-dessus de la porte qui disait la salle de couture. Ses doigts tremblèrent. « Je connais un espace en ville, » dit Ethan. « Il est vacant depuis des mois. J'ai parlé au propriétaire, le loyer est raisonnable. J'ai pensé, peut-être, si vous vouliez essayer, ça pourrait être un endroit. » Votre endroit. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Je ne peux pas me permettre. Vous n'êtes pas un projet de charité, Émilie, » interrompit-il doucement. « Je ne vous donne pas ça. J'investis dans quelque chose en quoi je crois, en quelqu'un en qui je crois. » Elle serra le papier contre sa poitrine. « Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que vous y penserez. » Elle fit plus que réfléchir. Les jours suivants, elle visita l'espace, marcha sur ses sols vides, imagina les tables,
la musique douce, les femmes qui viendraient coudre pas juste du tissu, mais des morceaux d'elles-mêmes à reassembler. Et finalement, elle dit oui. Avec l'aide des temps, ils peignirent les murs d'un lavande pâle. Ils apportèrent des étagères, des bobines de fil, des paniers de tissu. Eleanor, toujours sceptique envers les garçons de la ville mais maintenant visiblement attachée à Ethan, contribua avec des rideaux en dentelle et un avertissement sévère de ne pas laisser sa petite fille se surmener. Le jour de l'ouverture, Emily se tenait derrière le comptoir, portant une robe faite main et tenant un bouquet de fleurs sauvages qu'Ethan avait cueilli sur la colline derrière sa maison. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Et quand la première cliente entra, une adolescente aux yeux timides et aux ongles rongés, Emily sourit et dit « Bienvenue ». Plus tard ce soir-là, Emily et Ethan s'assirent sous le figuier, regardant les étoiles s'allumer dans le ciel. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça, dit-elle, une vie qui semble être la mienne. » Ethan prit sa main. « Tu ne l'as pas trouvée par hasard. Tu l'as créé un pas, un mot, une respiration à la fois. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Regrettes-tu jamais d'être venu à Springfield ? » « Pas une seconde, dit-il. Tu m'as montré quelque chose que je ne savais pas qu'il me manquait. » « Quoi donc ?» Il se tourna vers elle, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Le calme, la vérité, le genre d'amour qui ne crie pas mais qui reste. » Elle l'embrassa alors, lentement, comme un merci et un commencement tout à la fois. Alors que le vent agitait les feuilles au-dessus d'eux, Emily murmura dans la nuit, « Je n'ai plus peur. » Ethan la serra plus fort. « Alors construisons quelque chose de courageux ensemble. » Et dans cette petite ville tranquille, d'un cœur autrefois effrayé, une nouvelle vie naquit, pas parfaite, pas bruyante, mais profondément et véritablement réelle. Certains cœurs n'ont pas besoin de guérison. Ils ont juste besoin d'être entendus pour la première fois. Emily croyait que l'amour n'était pas pour elle, qu'il était trop invisible, trop fragile, trop timide. Mais il a suffi d'un homme pour voir en elle ce que personne n'avait jamais remarqué pour qu'elle s'épanouisse, entière. Et lui, habitué aux grandes conquêtes, découvrit que la plus grande était de gagner la confiance d'une âme qui tremblait lorsqu'on la touchait. Car le véritable amour ne naît pas dans un cri, il naît dans le silence, dans cet instant où quelqu'un choisit de rester, même lorsqu'il serait plus facile de partir.